D'abord, je veux remercier encore une fois Sarah pour m'avoir invité à cette table ronde. Je vous parlerai malheureusement d'une époque, ce n'est pas exactement la vôtre, parce qu'on est dans le Moyen-Âge et donc c'est plutôt plus récent. Et le travail, c'est un travail qui a été terminé. C'est un projet qui a commencé en 2011, s'est terminé en 2012. Et c'était malheureusement un projet de seulement un an. Donc, en un an, on doit faire pas mal de travail. Et il est né pour essayer de répondre à des questions historiques, archéologiques qui intéressaient la région Friuli-Venezia La région Friuli-Venezia c'est une région au nord-est de l'Italie, jusqu'à la limite avec la Slovénie. Et les questions qui m'ont intéressé, c'est surtout de connaître mieux comment s'est développée la population lombarde et comment s'est déplacée la population des Lombards à l'intérieur de la région. En 564, les Lombards, qui sont une population d'origine germanique, elle est entrée par la région en Italie, pour après arriver jusqu'au sud de l'Italie, et ont créé le duché de Lombarde, et comme capitale Cividale, que c'est une ville, c'est ici, c'est Cividale de Friuli, c'est la capitale du duché lombard. Et on connaît très bien de ces populations dans notre région, où ils meurent, parce qu'on a beaucoup de nécropoles, mais on ne connaît presque rien sur où ils vivaient. Sinon, on sait qu'il y a une ville, Cividale, il y a des castres, donc des fortifications, des châteaux, tout à tout, parce qu'ils sont mentionnés dans Paul Diacre, que c'est un historien de la même époque, qui parle de ces castres, mais ce sont surtout des fortifications, donc on ne sait pas si effectivement ils vivaient autour de ces castres à l'intérieur. Et on ne connaît presque rien sur comment sont déplacés à l'intérieur de ces territoires. Les territoires qu'on a pris initialement, et plutôt entendu, c'est à nord, il arrive à la ville de Gemona de Friuli. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. C'est Gemona de Friuli, à nord, et au sud, arrive jusqu'ici, ça, c'est une nécropole très importante, c'est la nécropole de Roman XI. Les phases de projet, on a fait une première partie du projet s'est concentrée sur la collecte des données, au niveau en classique. On a recueilli la bibliographie qui parlait de la population et tout le travail qui sont faits sur la viabilité d'époque, surtout d'époque romaine, parce qu'on a beaucoup de travail d'époque romaine, sur l'époque romaine. Luciano Bosio, c'est un chercheur qui a travaillé beaucoup sur la viabilité de sa région. On a essayé de recueillir la cartographie historique, les photoriens du vol de 1943 de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à les vols plus récents. On a fait aussi des campagnes de photoriens obliques et on a utilisé aussi l'image du capteur multispectral MIRIS. C'est un capteur à transporter. Je ne parlerai pas dans ces présentations parce qu'il n'y a pas le temps, mais il te fait la télédétection, un peu comme les images satellitaires, le fonctionnement cellulaire. La deuxième partie du projet, on a surtout travaillé dans son SIG, donc on a mis toutes ces données qu'on a recueillies dans le SIG, et on a utilisé différentes typologies d'algorithmes pour chercher de reconstruire les viabilités hypothétiques à l'intérieur du territoire. Et une des principaux fonds principales sources d'informations que nous avons utilisées, c'est la cartographie historique. Parce qu'il permet aussi de recueillir tous les toponymes, on permet aussi de voir s'il y a déjà des
des réseaux routiers qui sont signés sur la carte. Permet aussi de reconnaître l'utilisation du sol. Il y a des cartes plutôt plus récentes du XVIIe, XVIIIe siècle qui permettent aussi de voir l'utilisation du sol, donc s'il y a des bois plutôt que des cultivations. Les deux sources que nous avons à notre disposition pour la cartographie historique, c'est l'Archive d'État de Venise, où il y a vraiment beaucoup de cartographie de la région. Pour prendre un exemple, c'est très intéressant, c'est une carte plutôt ancienne de 1562, qui était déjà bien étudiée dans notre chercheur. C'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est le territoire entre Udine, qui est une autre ville centrale d'époque médiévale, et la ville de Cividale. Une autre carte très intéressante, c'est une autre source d'information, un autre lieu où on peut trouver beaucoup de cartes historiques, c'est l'archive d'État de Gorizia. Ici, c'est très intéressant, une autre carte qu'on a trouvée qui s'appelle la cadastre de Joseph. C'est un cadastre, c'est pas exactement un cadastre, il s'appelle cadastre, mais c'est plutôt un cas qui fait voir effectivement l'utilisation du sol de l'époque. C'est un cadastre de 1763-1787. Tous ces cas, on les a géoréférencés, bien sûr, en limite des possibles, surtout pour les cas très anciens. La précision, c'est vraiment très fiable. Et par contre, les cartes, surtout comme les cadastres ou les cartes plus récents, on arrive à une très bonne géoréférenciation de ces cas. Voilà. Maintenant, une autre chose que nous allons utiliser, c'est la photorien. Ça, c'est la ville de Cividale. C'est une photorien que j'ai fait avec une photo oblique, donc c'est avec un vol privé. Les premières sources que nous allons utiliser, c'est les photos aériennes verticales. Les photariens sont beaucoup utilisés déjà dans le passé par tous les archéologues. Ce n'est pas une chose nouvelle qui sont utilisées pour faire des reconnaissances, pour faire des prospections archéologiques. Il faut dire en précisation, comme j'ai déjà dit ce matin, les photariens, ils ne permettent pas de reconnaître les anomalies et de dater exactement les anomalies. Nous ne pouvons pas dire « Ah, c'est une route romaine plutôt que médiévale » ou « c'est une ville ». Non, c'est très difficile seulement. Il y a des cas, surtout pour les villes, mais c'est plutôt difficile. On fait les souterrains pour pouvoir dater précisément une anomalie qu'on trouve dans les photariens. Et donc, c'est plutôt, on ne s'est pas donc concentré seulement sur les périodes lombardes, mais on a pris toutes les anomalies que nous avons rencontrées dans l'étude des photariens. Donc, c'est plutôt un travail diachronique. Les photariens verticales sont des photariens qui sont, les noms dits, sont effectués avec un angle très proche de 0. Dans la réalité, il y a une oscillation de l'avion de plus ou moins 5 degrés. Et sont perpendiculaires au terrain. Sont faits normalement en très haute altitude, mais il y a des cas comme dans notre région, un vol de 1976 de la Royal Air Force, qui était fait pour le tremblement de terre en Floride, qui s'était fait en altitude plutôt bas. Ça permet effectivement de voir encore mieux les terrains. Et bon, on a plusieurs photos en succession, ils se superposent dans tous les côtés, et ça a permis après de faire aussi des photogrammétries pour photogrammétrie aérienne. Les limites des photos verticales en archéologie, c'est que nous ne pouvons pas décider les périodes pour faire ces photos. Normalement, les photos verticales sont faites pour après faire de la cartographie, la topographie. Donc, elles sont faites dans une période de l'année, surtout l'été, parce qu'il y a un mois de nuages,
Et ça, c'est vraiment en limite, parce que pour voir des anomalies archéologiques, il est plus intéressant faire des photos pendant toute l'année, pas seulement l'été, ou pas seulement à le matin, plutôt que le soir. Mais vraiment, change beaucoup aussi par la lumière. Dans la photo verticale, nous n'avons pas cette possibilité. Par contre, on a vraiment une source très importante, parce qu'ils ont été faits en plusieurs années, aussi dans les années 40. Donc, il permet un peu de congeler les territoires de l'époque. Et ici, comme pour les cartographies historiques, on a deux sources très importantes. Un, c'est le bureau cartographique de la région fluminense et julienne, où se conservaient tous les photogrammes, tous les vols qui ont été faits sur la région de 1938 jusqu'à 2007, les derniers vols qui ont été faits. Et aussi à l'Institut central pour le catalogue et pour la documentation de Rome, où il y a le laboratoire pour la photointerprétation et la photogrammétrie aérienne de l'Aérophotothèque nationale de Rome. Là sont conservés tous les vols qui ont été faits pour la Royal Air Force et la USAF, United States Air Force, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des vols surtout de reconnaissance aérienne, pour après effectuer des bombardements. Donc, ils ne prennent pas tous les territoires, mais seulement des objectifs bien précis, les ponts, les réseaux routiers, les villes principaux. Mais il permet vraiment de voir un paysage, un territoire qui est encore pas beaucoup urbanisé, la cultivation n'est pas encore intensive, et donc c'est vraiment une source très très importante. On a sélectionné pour les vols RAF 205 photogrammes où il y a dedans des anomalies, des possibles anomalies, des possibles traces. Alors, encore une chose, comme pour la cartographie aérienne, aussi tous les photos aériennes, pas photographie aérienne, par la cartographie historique, aussi pour les photos aériennes, on a géoréférencé les photos aériennes. On est parti dans les photos plus récentes, de 2007, qui sont déjà géoréférencées par la région, et on passait à les photos plus vieux. Donc, les photos de 1943 sont été géoréférencées sur le vol Guy de 1954. Ça, il nous a permis de retrouver des points de contrôle sur le territoire qui sont disparus pendant les années. Les anomalies, si on parle de supposition qu'il est hautement improbable de trouver dans la nature des variations de formes régulières de la végétation ou du sol, nous pouvons définir comme anomalie n'importe quelle variation due à un phénomène anthropique ou naturel, visible dans le sol ou dans la végétation. On peut distinguer plusieurs typologies d'anomalies. Par exemple, on trouve des traces de végétation comme les crop marks ou les grass marks, de l'altération de la composition du sol comme les soil marks, ou différents absorbements de l'humidité du terrain comme les damp marks. La majorité des anomalies qu'on a rencontrées sont des années retrouvées sur les photogrammes dans les vols des années 40 et 70. Et on a aussi quelque chose dans les vols plus récents, 2007. Peut-être aussi pour la définition meilleure Le problème, c'est qu'on a essayé de retrouver la même trace, la même anomalie dans plusieurs photogrammes. Donc, pas seulement dans un vol, mais on a essayé dans les mêmes territoires aussi de retrouver cette anomalie. Il y a des fois qu'on a eu des chances, dans d'autres cas, comme les cas des vols de 1970, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a une anomalie, une trace plutôt évidente. En effet, on a des conditions sur le terrain, la trace n'existe plus, parce qu'il y a une maison aujourd'hui là-dessus, donc on ne peut pas savoir effectivement qu'est-ce typologie de traces il s'agit. Là en bas, il y a une trace linéaire
La première chose pour les traces linéaires que nous avons fait, c'est de contrôler qu'il n'y avait pas des oléoducs d'intérêt, des choses modernes, qui effectivement les traces, surtout pour les traces linéaires comme pour les traces routières, souvent des oléoducs d'intérêt ou des autres infrastructures modernes d'intérêt sont très proches comme typologie de traces. Ici, les autres anomalies. Ici, c'est une autre anomalie très intéressante. C'est un sommet d'une boue, une colline. Et c'est pendant tous les vols, on arrive à voir ces petites anomalies. Et on est allé sur le terrain. On a parlé avec les personnes autour de ce but. C'était une structure plutôt moderne, c'est du début de 1900 qui aujourd'hui n'existe plus, mais il y a encore la trace dans la végétation. Donc, souvent, on peut penser que c'est des anomalies pour quelle époque, souvent c'est simplement des feux négatifs, des feux anomalies. Là, c'est la ville de Cividale, d'époque de 1940. Là en bas, c'est aussi des autres traces très intéressantes qui peuvent être liées à une viabilité je ne sais pas de quelle époque, peut-être à l'époque romaine, qui va à une viabilité secondaire qui va lier la ville de Cividale avec la route qui va d'Aquileia à Emona, l'actuelle Viviana. Ici, une autre anomalie très intéressante qui est ressortie, c'est voilà, une trace plutôt ça. Alors, peut-être, parce que ça c'est très intéressant, parce que pas loin, c'est ici, c'est le pont de Menizza, c'est un pont d'époque romaine. Il était fouillé, donc c'est sûr qu'il existe un pont d'époque romaine. Le problème, c'est que sur la cartographie de 1700, on sait qu'il y a des moulins. Donc peut-être aussi une canalisation d'époque ancienne. Ça, c'est un peu... effectivement, c'est pas loin de fleuve, mais c'est sûrement très, très intéressant. Associé à la photographie verticale, on a fait plusieurs campagnes de photographie oblique. Malheureusement, bon, la photographie oblique, à contraire le nom de la photographie verticale, c'est fait obliquement avec un angle de 5 à 85 degrés. Le problème, c'est qu'en Italie, on ne pouvait pas faire la photographie oblique avant des années 2000. Parce que pour le règlement, c'était plutôt interdit, c'est pas interdit, mais c'était plutôt difficile. On est passé pour l'armée de l'air, donc c'est plutôt compliqué. Au contraire, en Angleterre ou en France, c'était développé beaucoup, ces typologies d'archéologie aérienne. Donc, après le 20 septembre 2000, en Italie, on peut effectivement faire des campagnes de photos aériennes obliques. Il y a surtout deux laboratoires en Italie qui ont commencé, c'était un peu les pionnières, c'était le laboratoire de l'Université de Salento et le laboratoire de Sienne. Et une chose, le point de force de la photo oblique, c'est qu'on peut décider quand la faire. On peut décider les périodes, on peut décider les moments de la journée, bien sûr avec les pilotes, mais on peut vraiment... on a beaucoup plus facile de décider, de faire plusieurs campagnes pendant l'année. Donc en hiver, après on a petite neige, ou vers la fin de la journée quand les rayons du soleil sont plus obliques. Bon, on a utilisé une ultra-légère. On est parti de la Slovénie, d'Audušina, et c'est un photoclub de Nova Gorica, c'est d'Audušina.
Et on a utilisé l'ultra-légère parce que, surtout, c'est l'ultra-légère que c'était produit pour l'entreprise Loveni parce que c'est un avion. Il y a donc un transponder, il est reconnu comme un avion. Il est plutôt super. Je dis que tu veux plutôt une sécurité, bon, il y a aussi une ultra-légère, non. Mais bon, il y a aussi les parachutes. Je ne rigole pas, hein, vraiment. Il y a aussi les parachutes. La chose qui est très intéressante, c'est l'ouverture des ailes, c'est plutôt élevé, donc il permet, à différence du Cessna, que c'est aussi beaucoup utilisé, d'avoir une vitesse plus bas. Ça facilite beaucoup le déclenchement des photons. Il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de vent, vous ne pouvez pas décoller. Elle est tellement légère qu'elle ne peut pas décoller. Et malheureusement, la région où j'habite, il y a un vent très fort, avec des rafales vraiment très fortes, ça s'appelle Boras, un vent du nord. Donc pendant l'hiver, c'était un peu, on est décollé une fois seulement. Voilà. Voilà, ça c'est tracé GPS. Toutes les fois qu'on déclenche une photo, on prend aussi les points GPS. Parce qu'après, quand on revient au laboratoire, on peut positionner avec précision où on a pris la photo. Sinon, c'est presque impossible de retrouver après où on déclenché, où on vu l'anomalie. Voilà. Ici, il y a des traces qu'on a retrouvées dans... Là, c'est les vols, les photos obliques. Là, c'est une photo oblique géoréférencée et redressée. C'est une trace de forme circulaire dans ce cas. C'est très intéressant parce qu'on la retrouve aussi dans les vols 2007 verticales, mais aussi dans les vols de 1999. Malheureusement, c'était fait à la fin de notre projet, donc on n'a pas eu la possibilité d'aller sur le terrain en voir qu'est-ce qu'elle va donner. Et ici, il y a d'autres anomalies, c'est des formes circulaires, pas loin de la nécropole de Roman Bizanzo. Et ça, c'est une autre trace linéaire, pas loin de la ville de Cividale. Donc, maintenant, après qu'on a recueilli toutes ces données, on est passé à les analyses spatiales. Qu'est-ce que c'est l'analyse spatiale? L'analyse spatiale sont des élaborations spatiales, sont des techniques de simulation avec pour finalité de classifier, représenter et interpréter les paysages archéologiques et micro-macro-échelle sur la base des relations spatiales et diachroniques qui existent entre les éléments anthropiques, naturels, environnementaux et sont des facteurs sociopolitiques. On a utilisé l'analyse spatiale des sujets, surtout pour répondre à deux autres questions. Un, c'est localiser l'établissement à l'intérieur du territoire. Et l'autre, que j'ai parlé aujourd'hui, que je suis en train de parler, c'est d'essayer de reconstruire l'habitat d'époque romaine et médiévale de l'art étudié. La première chose que nous avons fait, c'est de positionner toutes les autres données qu'on a recueillies à l'intérieur de nos sujets. Donc on a mis toutes les cartographies historiques qu'on a référencées, les factoriens sur toutes les anomalies, les avons positionnés à l'intérieur des sujets. Pour les anomalies, on a créé des shapefiles, des polygones, des vectoriels où on a associé une table attributaire, donc une base de données, qui va expliquer quelle typologie d'anomalie il s'agit. Il y a aussi d'autres photos d'autres périodes. On a mis dedans aussi tous les nécropoles qui ont été fouillées à l'intérieur de la région. S'il y a des fuites où il y a des traces de viabilité, les millières, les castres, mentionné par Paul Diacre. On a aussi mis dedans la reçue hydrographique. Et on a aussi réalisé un modèle digital du terrain avec une résolution de 5 mètres.
Pour faire ce modèle digital de terrain, on a utilisé un logiciel qui était créé pour l'ingénieur du laboratoire de Trieste, de GLM, où on fait un filtrage de toutes les infrastructures d'époque moderne. Parce que pour faire un modèle digital de terrain, tu vas prendre toutes les élévations que tu as à disposition. Normalement, ça, c'est des élévations qui ont été prises de la cartographie moderne à l'échelle 1/5000, donc tout un détail. Et grâce à un logiciel, on a filtré toutes les altimétries et les élévations qui sont liées, je ne sais pas, à des routes modernes, plutôt à des bâtiments, à d'autres infrastructures. Pour avoir un modèle digital de terrain le plus proche à qu'est-ce que c'est la réalité sans l'infrastructure. Bien sûr, ça c'est un des problèmes quand on va travailler avec l'analyse spatiale. On travaille sur un modèle théorique. Ce n'est pas vraiment le modèle de temps de l'époque lombarde ou romaine. Après, on a pour faire notre analyse spatiale, surtout pour faire notre surface de coût, et après on nous permettra de trouver les plus chers chemins, on a calculé différentes typologies de variables qui sont la pente, l'altitude, l'axe hydrographique, les possibles points de passage connus, l'analyse du champ de vision au bûcher d'analyse. Ça, c'est tout des variables qu'on a pensé qui peuvent influencer les passages d'une route à l'intérieur d'un paysage. À différence des autres variables, l'analyse du champ de vision, elle est aussi une analyse. On fait cette analyse sur les castres. Comme on dit, l'analyse du champ de vision permet de calculer les champs de vision humains sur la base des caractéristiques morphologiques et environnementales du territoire, ainsi que les relations spatiales entre les sites qui sont à l'intérieur du même paysage. Donc, avec l'analyse du champ, on va avoir qu'est-ce qu'on VD, les personnes de l'époque, dans ces cas, l'époque lombarde. Pour faire cette analyse, bref, on a mis plusieurs points tout à l'intérieur de l'enceinte muraire de Castres pour permettre de faire une analyse par chaque point. Ça permet de faire une vision 360 degrés tout autour de Castres. On a mis ensemble toute cette analyse. Et pourquoi on a fait cette analyse de vision? Parce que, très probablement, les viabilités étaient contrôlées dans ces castres. C'est très difficile que ces castres, s'il y avait des viabilités, il n'y avait pas de contrôle sur la viabilité. Parce que c'est très important de contrôler les territoires tout autour. Et les autres, c'est la pente. Surtout pour l'époque romane, la pente c'est très très important parce que déjà après 15% de pente, les chariots, c'est presque impossible d'utiliser des chariots. On doit changer de typologie on va à pied, on utilise à dehors du mulet. Et déjà au-dessus de 5-7%, on a d'augmenter les bêtes de tirage, tir. Et donc la pente c'est vraiment fondamental, mais pas seulement la pente qui monte, mais aussi en descente. Des ponts très forts en descente, c'est le même problème pour monter. L'altitude, surtout dans ces cas, dans notre cas, surtout pour les altitudes au-dessus du niveau de la mer. Parce que peut-être qu'il va signaler qu'il y a des zones qui sont marécageuses. Peut-être que la viabilité, la route peut être souvent inondée. Et la reçue hydrographique. Parce que surtout dans les passés, à traverser plusieurs fois un fleuve, c'était plutôt difficile, compliqué, et aussi bâtir des ponts, c'est pas une chose qui se fait très souvent.
On utilisait plutôt des ponts de bateaux, surtout au Moyen-Âge, ou des bateliers. Pour mettre ensemble tous ces variables dans un unique modèle, après on a fait notre analyse, on a utilisé une méthodologie, on va dire scientifique, parce qu'on va donner à chaque variable un poids. Normalement, on va utiliser, c'est une chose plutôt personnelle, c'est ça, une des critiques plus fortes qu'a eu l'analyse du code, c'est qu'on va donner une valeur personnelle, un poids personnel à chaque variable. Donc je peux dire, pour moi la pente c'est beaucoup plus élevé comme poids, c'est plus important de les récits hydrographiques plutôt que l'élévation. Il existe une méthodologie, je ne l'explique pas, je vais très vite, mais c'est la pairwise comparison qui a été faite d'Assati dans les années 90, qui va comparer les variables un par un. Donc, après, bien sûr, on a plusieurs experts qui vont dire, pour moi, la nécropole, c'est plus important de les flux, pour moi, la pente, c'est plus important de l'altitude. Mais il y a aussi des calculs statistiques qui sont faits par chaque colonne. À la fin, il permet d'avoir un coefficient qui ne peut donner des indications, c'est notre travail de poids, c'est plutôt, voilà, c'est une chose correcte au moins. Il n'y a pas de forçature de la personne. Il y a une échelle. Ici, par exemple, on utilise une échelle de 1 jusqu'à 9. 1 quand il y a égale importance. On a deux variables qui ont égale importance. 9, il y a une variable qui a beaucoup plus d'importance que l'autre. Ça, c'est fait vraiment parce que beaucoup de critiques sur cette typologie d'analyse, c'est que c'est la personne qui fait l'analyse qui va un peu, comment on peut dire, influencer voilà, l'analyse. Pour aussi éviter un ultérieur problème, d'être influencé dans l'analyse, c'est que nous avons confronté plusieurs algorithmes qui ont été utilisés pendant les années. Le premier algorithme, c'est l'algorithme de Tobler. Tobler, c'est un algorithme qui va prendre en considération la vitesse moyenne qu'il y a sur notre territoire. Il prend seulement la pente, 1 degré, comme typologie des variables, il n'y a pas d'autres variables. Il dit que 6, c'est la vitesse moyenne d'une personne dans un territoire, pas une parfaite plaine, mais qu'il y ait une légère descente de plus près 5 degrés, 5-7 degrés. Là, c'est les territoires meilleurs où il y a une menor coût pour se déplacer d'un point à un autre. Pour Tobler, avec des études des années 50, dans un terrain plat, la vitesse moyenne où il y a mineur coût, c'est de 100 km. Donc c'est pratiquement 0 degré, la vitesse, c'est plus bas que non avec une légère pente. Un autre algorithme, c'est des pentes modifiées dans l'Ubera. Là, on va calculer la consommation métabolique. Donc, combien c'est le gaspillage, par exemple, énergie d'une personne qui se déplace à l'intérieur du territoire. Dans ce cas, on prend aussi en considération le poids de la personne, très important. S'il y a aussi des poids supplémentaires, la vitesse, on peut regarder dans la forme de Tobler, les typologies de terrain. Ici, on a utilisé les terrains, la typologie de terrain qu'on a créée grâce à la superposition des variables et la pente. Un autre algorithme, c'est Tobler-Tripchevich. Tripchevich, il a pratiquement créé un tableau où il associe à chaque degré la vitesse créée dans la formule de Tobler.
c'est très intéressant parce que ces tableaux, on a importé dans le software SIG, dans ce cas, bon, j'utilise Esri, pour créer les facteurs verticaux. Enfin, c'est un autre algorithme, c'est linéaire inverse symétrique. C'est l'algorithme qui s'est utilisé à l'intérieur de l'SIG et de ArcGIS. C'est l'algorithme de base de ArcGIS. Dans ce cas, l'angle se va découper à 45 degrés et à moins 45 degrés. Et là, l'énergie, c'est plutôt, comme on dit, plus va monter la pente, plus on a une dispersion énergétique. Dans tous les deux cas, on a utilisé comme base les termes qu'on a créés avec les variables qu'on a vues précédemment. Plus vite, on est presque à la fin. Voilà, ça c'est les reconstructions qu'on a fait. On a fait une superposition de les reconstructions faites dans les calculateurs avec les différents algorithmes, comme les reconstructions qui sont faites de deux historiens, que c'est Luciano Bosio et Mario Brozzi, qui ont travaillé beaucoup sur la région pour trouver les différents parcours, pas seulement des époques romanes. Il y a aussi, bien sûr, des variabilités d'époque romane, c'est Giulio Augusta, qu'on peut voir. C'est là qu'il y a Emona, où il y a la Menizza. Mais l'autre, c'est des variabilités secondaires, probablement utilisées aussi dans l'époque des Lombards. La chose très intéressante, c'est que surtout pour les reconstructions faites de calculateurs, qui va toucher souvent les nécropoles. Surtout dans ces cas, il y a ici, et ça c'est plutôt intéressant. Et ça ne va pas être très différent dans les reconstructions qui ont été faites à niveau historique. Il y a, dans ce cas, vraiment, surtout pour ces viabilités ici, il y a une superposition. Une chose très importante, ça c'est l'utilisation de ces technologies. Il ne permet pas de dire que c'est sûrement ça, absolument. Il nous permet par contre d'avoir de nouveaux points de vue. S'il y a des thèses des historiens, des archéologues, ils peuvent confirmer les thèses. Donc vraiment, c'est une méthodologie pour étudier mieux les territoires. Mais ça ne va pas, bien sûr, ça ne va pas à prendre la place de la recherche archéologique sur le terrain. Un autre exemple, c'est sur la cartographie historique. Il y a une superposition entre la viabilité historique et une carte du 19e siècle. Et, terminé, déjà, ici, encore, il y a les différents algorithmes créés dans le logiciel et on peut voir une possible anomalie, une trace linéaire. Et effectivement, il y a une superposition, sa trace linéaire, et la reconstruction qui était faite par l'ordinateur. Peut-être un hasard, hein, c'est pas... mais c'est sûr que c'est plutôt intéressant. Et surtout, c'est vraiment très intéressant que souvent, ce matin, les traces, il va passer pas loin de la nécropole. Et nous n'avons pas mis les nécropoles comme point de passage de notre viabilité. Donc voilà, comme j'ai déjà dit en précédence, comme j'ai dit, cette analyse ne peut jamais substituer à la recherche archéologique sur les territoires, l'étude des documents historiques, mais pour en donner des idées pour de nouvelles recherches et la confrontation des différentes théories, tout en restant dans le domaine de l'hypothèse. Voilà, je vous remercie beaucoup.